Comment maintenant l'islam est arrivé en Afrique? La rencontre, surtout la rencontre. En Afrique, voilà. Par la violence. Avec la religion traditionnelle africaine. La violence, c'est par la violence que l'islam est entré en Afrique. Les Almoravides, on connaît les Almoravides, ils sont rentrés, les Almoravides ou les Almoratabines, ils sont venus effectivement, ils ont disloqué le reste de ce qui restait de l'Empire du Ghana. C'est à partir de ce moment-là que l'islam a commencé effectivement à prospérer. Parce que comment on peut envoyer des émissaires dans un pays qui ne parlent pas votre langue? Comment vous allez dialoguer avec eux? Comment peut-on nous faire comprendre que l'islam a réussi par le verbe à convaincre les Africains? Mais comment? Les Africains ne parlent pas arabe, eux ne parlent pas africain. Comment ils ont réussi? C'est par la violence qu'ils ont réussi. Ça, personne ne le conteste. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier que l'islam a commencé l'esclavage des Noirs bien avant le christianisme. L'islam a commencé dès le XIe siècle. Le christianisme a commencé au XIVe siècle. Le christianisme a été interrompu vers la fin du XVIIIe siècle, non, XIXe siècle. L'islam continue encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Donc l'islam est entré en Afrique par la violence, le Coran et le sabre. Ce qui existe en Afrique, c'est la captivité. Quand on soumet un peuple, effectivement, et ce sont seulement les guerriers qui sont reconnus dans leurs valeurs militaires qui deviennent des captifs. Certains même, on leur confie, le roi leur confie ses trésors, leur confie sa famille. On a vu Sakura, c'est l'exemple qui est connu, un captif impérial qui est devenu empereur du Mali. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ça. C'est la captivité qui existe. C'est le même résultat. C'est pas la même chose. C'est le même résultat. Mais non, puisque le captif, lui, il est intégré dans sa famille. C'est la raison d'ailleurs on dit Yerewolo ou pas Yerewolo. Yerewolo, pas Yerewolo sont les captifs qui ont pris le nom de leur famille d'adoption. Donc ça veut dire que le captif n'a jamais subi le sort d'un esclave. Ça n'a pas de comparaison possible. Jamais. L'esclavage, c'est l'islam qui l'a installé. Quand l'islam, quand les rois devenus musulmans, quand ils arrivaient à vaincre un peuple, le peuple choisissait. Plus les Arabes qui venaient du Moyen-Orient, on imposait aux familles vaincues soit l'islam, soit la réduction en esclavage. Et Soumaoro Kanté est connu pour avoir été un des plus grands, sinon le plus grand anti-esclavagiste au monde. C'est lui qui a commencé à mettre fin à cette tradition-là. Ensuite, les Sunnata Keita ont complété. Le djihad, c'était une guerre d'islamisation des peuples qui ne l'étaient pas. Donc, dans cette région de l'Afrique, donc jusqu'au Sahel, dans tout le Sahel, ce sont les Peuls qui ont mené le djihad pour islamiser les autres peuples de la région, les Bambara, les Soso, les Somono, etc., etc. Donc ce sont C'était des guerres de conquête et il fallait coûte que coûte apprendre à accepter l'islam comme la religion. Parce que l'islam existe au Mali, notamment dans le nord du Mali, depuis le 7e siècle. Vous avez des villes comme Tombouctou et Djenné, qui étaient des villes qui étaient extrêmement connues, qui avaient des universités, notamment à Tombouctou, au XIIIe siècle. Il y avait une des plus grandes universités de l'islam se trouvait à Tombouctou, donc au nord du Mali, dans l'empire Songhai. Donc les Maliens de cette région sont habitués à l'islam. Et il se trouve que ce sont les Songhai, les Peuls, etc., qui étaient là, et puis les Berbères almoravides, qui avaient conquis le Mali pendant un certain temps et qui se sont installés là. Donc, quand l'empire du Mali, le dernier empire du Mali, l'empire Songhai plutôt, a battu de l'aile, il y a eu d'autres empires qui se sont créés. Chez les Peuls, dans le Massina, et chez les Toucouleurs, vers la région disons, du Sénégal, etc., Caille et tout ça, avec El Hajj Omar Tall. Donc ce sont ces deux-là qui ont islamisé le Mali en menant des guerres, mais vraiment des guerres religieuses. Dans cette religion musulmane, les Noirs, parce que bon, en général, c'est les Arabes qui ont amené cette religion chez nous, en partant du Maroc, parce qu'ils avaient colonisé, les Marocains étaient venus effectivement faire la guerre, et ils se sont installés là, surtout dans la région de Tombouctou et tout ça. Mais dans cette religion, on a les Africains noirs pouvaient être des marabouts, c'est-à-dire les marabouts, c'est pas celui qui fait des gris-gris. Le marabout, c'est celui qui va enseigner l'islam, c'est celui qui est érudit, donc qui va transmettre la connaissance islamique à travers les versets, etc., etc., à travers l'écriture, etc.
Et donc, dans ce Sahara, Ouais. le Mali, le Sénégal, Oui. y compris même le Bénin, je crois, Oui. tous ces pays environnants ont connu la même influence. Tout à fait. Tout à fait. Parce que bon, si vous voulez, le Mali actuel, qui s'appelait Soudan français, du temps des colons, ce Mali-là, plus le Sénégal, plus un pays comme la Guinée, plus un pays comme la Haute-Volta, en fait, qui s'appelle maintenant Burkina Faso, mais plus le Niger. Tout ça, ça fait partie des empires du Mali, dont le premier était l'empire du Ghana. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai qui a été occupé un moment par les Almoravides. Et ensuite, il y a eu l'empire du Mali. Après, il y a eu l'empire Songhai qui a grandi avec Soni Alibert et Laskia Mohamed. Donc voilà, l'empire du Mali avec Sundiata Keïta. Donc tout ça, c'était les mêmes pays. Ce qui fait que quand vous regardez la géographie, même religieuse de cette région, vous verrez qu'il y a un maximum de musulmans dans ces pays-là. Le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger, ce sont des pays musulmans. Parce que c'était des pays qui appartenaient à la même entité politique. C'est le colon qui a morcelé cette partie de l'Afrique pour pouvoir mieux gérer. Donc, à un moment, on a appelé ça la balkanisation de l'Afrique. Parce que tout ça, normalement, c'était les mêmes pays. Donc, effectivement, c'était pas facile de gérer. Donc, le colon a morcelé, ils ont fait des petits pays qu'ils ont appelés, voilà quoi, Sénégal, Mali, Burkina Faso, qui s'appelait Haute-Volta, etc., etc. Mais sinon, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Dès 639 ou 640, ça n'arrivait plus à contenir dans la péninsule arabique. Donc l'expansion a commencé. Quand le prophète est mort, ceux qui l'ont suivi ont décidé de répandre cette religion ailleurs dans le monde. Ils sont arrivés chez nous, en Afrique, en 640. Et ils ont commencé à construire les premières mosquées et à s'étendre petit à petit, à partir de l'Égypte, toute l'Afrique du Nord. Et ils sont arrivés chez nous, au Mali, dans notre ancien empire qui s'appelait Ouagadou à l'époque. Et c'est fait autour des années 663, voyez-vous, que l'islam est arrivé au Mali moins de 100 ans après la création de l'islam. Moins de 100 ans. Donc c'est très vieux. Donc nous vivons ça depuis presque 1000 ans, ce qui fait que les Maliens actuels ne savent même plus faire la différence entre ce qui est de l'islam et ce qui est de la vraie tradition africaine. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Parce que même dans notre langage, il ne s'agit plus seulement de l'islam, mais c'est l'arabe, l'arabisation. L'arabe est rentré dans notre langue. Et le Malien d'aujourd'hui n'est pas capable de formuler une seule phrase sans mettre l'arabe là-dedans. La preuve, c'est que tous les jours de la semaine, dans la langue bamana, c'est des mots arabes, à part le dimanche, kari. Tous les jours, c'est des mots arabes. Et même le temps, wati, on dit en bamana wati. Wati, c'est pas un mot bamana. Wati, c'est al-watan. Les Arabes, c'est un mot des Arabes qui veut dire le temps. Et on a traduit ça, wati, wati. Donc, au Mali, maintenant, tout le monde dit wati, wati sera. Wati, c'est un mot arabe. Et il y a beaucoup de mots comme ça. Et donc, les Arabes faisant leur truc, et dès 652, ils ont institué l'esclavage des Noirs. Ils ont inventé l'esclavage dès 652, et ils ont institué ça, et puis ils ont exporté le monde arabe. Donc, ils ont commencé à s'enrichir, à se développer. Nos premiers ancêtres ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Moi, je suis issu du peuple Bamana. Les Bamana, ça veut dire ceux qui ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Les Bamana, notre ancêtre a dit, je n'ai pas de maître autre que le Créateur suprême et mes ancêtres qui sont mes guides. Je n'ai pas d'autre maître. Et à un moment donné, ils sont devenus nombreux au point qu'ils ont attaqué directement physiquement l'Empire et nous sommes tombés
en l'an 1076, sous le coup de boutoir des Almoravides. Almorabitoun, si vous voulez, qui étaient des gens de l'Afrique du Nord, qui étaient très islamisés, qui sont venus combattre la société animiste. Bon, et à partir de cette date-là, les Arabes ont continué leur expansion, même vers l'Europe. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne, jusqu'au sud de la France. Et puis, brusquement, les Européens se sont armés, ils ont pris des armes et ils ont commencé à les combattre. C'est ça qu'on appelle les croisades. Les guerres de religion ont commencé et les religions ont commencé donc à diviser le monde, à créer des camps. Et la création des camps, logiquement, a abouti à des guerres de religion qui ont été des guerres très mortelles. Donc, voilà comment historiquement ces choses-là sont venues. Nous avions la science. À partir de nos sciences, nous avons créé un enseignement scientifique très pointu. Donc, quand nous avons été battus, ils sont venus prendre notre corpus scientifique qui était là, et puis ils ont pris des savants pour traduire nos enseignements, les textes qui étaient dans les pyramides, dans les tombeaux, dans les papyrus. Ils ont pris ces textes-là et puis ils les ont traduits suivant dans le sens qu'eux ils voulaient. Donc, avec la mentalité qu'ils ont, ils ont traduit les textes dans le but de... Ce n'était plus un but très spirituel, l'élévation spirituelle comme nous on avait visé, mais dans un autre sens. Et ainsi, l'histoire a été falsifiée et l'enseignement religieux copié en Afrique aussi a été falsifié. On a passé des siècles à résister. C'est-à-dire qu'on a développé une grande civilisation pendant 35 siècles pratiquement. Et après, il y a eu les envahisseurs qui sont arrivés. Et depuis, on ne fait que résister. Alors, bien sûr, tout a commencé après le déclin de l'empire de Ouagadougou. C'est pour ça que j'ai voulu parler un peu de Ouagadougou. Hein. Et c'est bien avant, parce que l'Égypte, déjà, on était déjà agressé. Hein. Mais l'islam, ça a commencé en Afrique noire à partir de l'empire de Ouagadougou. Alors, Ouagadougou, ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, parce qu'on parle de Ghana, Ouagadougou, c'est des mots. Hein. Ouagadougou, ça veut dire la ville des Ouagé. Ouagé, c'est des gens, c'est des diplomates. C'est des gens qui, en fait, c'est des Soninké. Quand on dit Soninké, ça veut dire des gens de Sonan. Sonan, c'est Assouan. Hein. Les Soninké, ils se réclament de Assouan. Donc, ils viennent du Soudan. Et quand ils sont arrivés en Afrique, il y avait bien sûr des gens qui habitaient là, qu'on appelait des Kakolo. Kakolo en Bambara, ça veut dire ceux qui étaient là avant. Donc ces deux peuples se sont mélangés. Et bien sûr, il y a eu l'empire de Ouagadougou, qui a duré pendant un certain temps. Et c'est des gens qui étaient gardiens de nos valeurs. Il ne faut pas croire que l'islam est tout de suite venu. Ils étaient gardiens de nos valeurs. Et jusqu'à ce que l'islam arrive à mis cet empire de Ouagadougou. Hein, Ouagadougou, donc la ville des Ouagé, des diplomates. Parce que pour gouverner, il faut être diplomate. Donc c'est pour ça qu'on les appelait les Soninké des Ouagé. Et les Bambara les appellent d'ailleurs des Maraka. Maraka, ça veut dire ceux qui gouvernent. Et après le déclin, il y a eu l'empire de Soso. Soso, ça veut dire la maison des chevaux, hein, en Maninka. Donc c'est des gens qui maîtrisaient l'art d'élevage des chevaux et autres. Et c'était Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, tout le monde a entendu parler, contre qui Soundiata s'est battu. Alors, cet homme, beaucoup de gens le considèrent comme un tyran, mais en fait, c'était un des premiers grands résistants contre l'islam et contre l'esclavage. Bon, à l'époque, ce n'était pas l'esclavage transatlantique, puisque c'était dans les... c'était au XIe siècle. Donc, il n'y avait pas encore l'esclavage transatlantique, c'était l'esclavage arabo-musulman. Donc, il y avait 12 États au Mandin à l'époque. Donc, les Arabes et les Souraka. Les Souraka, c'est des Africains qui sont arabisés. Et les Soninké,
se sont mis à faire du trafic d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils faisaient des razzias dans les villages et il y avait une insécurité telle que le pays est devenu invivable. Donc, Soumaoro Kanté, c'est un forgeron. Donc, un forgeron donc, qui maîtrise l'art de... Alors, il faut que vous dise aussi un mot sur les forgerons. Dans la tradition africaine, on dit que le forgeron est le premier enfant de Dieu. Le forgeron. Pourquoi? Parce qu'on dit que le forgeron, tous les humains, quand on mange, c'est plus maintenant c'est plus ça, c'est avec l'industrialisation, mais avant, les outils avec lesquels on débroussaille les champs, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on sème, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on récolte le mil, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on pile le mil, hein, le pilon et le mortier, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils dans lesquels on mange aussi, qu'on appelle kounan, parce qu'avant ils faisaient des plats avec des troncs d'arbres. Maintenant, après il y a eu les calebasses, maintenant c'est avec les trucs plastiques qu'on fait là. Donc, à cause de ça, ce sont les premiers hommes à maîtriser les techniques de fabrication des outils. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers enfants de Dieu, hein, les forgerons. Donc Soumaoro faisait partie de ce... Mais le métier en Afrique était lié à la spiritualité. C'est-à-dire que je n'étais pas un spécialiste de ça comme ça, non. Parce que l'Africain avait tout le temps tendance à lier sa vie quotidienne avec ce qui est divin, ce qui est mystique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on ne peut pas être forgeron qui veut. C'est quelque chose qui est transmis de père en fils. C'est héréditaire. Voilà. Je ne décide pas demain de devenir forgeron, comme je ne peux pas décider demain d'être djeli. Djeli, j'évite le mot griot parce que tout à l'heure, il y a des jeunes qui m'ont posé la question sur la notion de griot et de djeli. Alors, il faut savoir que griot, c'est une insulte aussi, parce que c'est les Portugais, quand ils sont arrivés en Afrique, dans la cour des rois, ils ont vu que les djeli criaient, quoi. Enfin, quand ils parlaient, ils criaient fort. Donc les Portugais, ils les ont appelés criado, criado. Et criado a fini par devenir griot. Alors, or que nos ancêtres les appellent, en tout cas dans la langue mandingue, les djeli. Djeli, ça veut dire le sang. Pourquoi le sang? Parce que nos ancêtres disent que pour qu'un être humain puisse vivre, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans ses veines, pour qu'il puisse rester en vie. Le jour où le sang cesse de couler dans vos veines, vous ne pouvez plus vivre. Donc de même, pour une société, pour une nation, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans les veines de la société. Et donc ce sang, c'est les griots qui symbolisaient ça. Leur rôle, c'était de souder la société et de conseiller et aussi de transmettre les valeurs, etc., etc. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. C'est plus, comment dire, chercher de l'argent ou autre, faire fortune que de jouer leur rôle principal, les griots. Voilà. Donc, et c'est sous un roi que on parle beaucoup de Kankou Moussa. Kankou Moussa. Il y en a qui disent Kankan Moussa, d'autres qui disent Kankou Moussa. Bon, déjà le Moussa, vous voyez un peu que ça sonne... voilà. C'est un des rois, bon, Sundiata Keita, bon, c'est lui qui a formé l'empire du Mandé. C'est lui qui a formé l'empire du Mandé. Il faut savoir que Soumaoro Kanté, donc, quand il a vu que le pays était en train d'être rasié par les Arabes, il est venu au Mandé, parce qu'il était Soso, lui. Il n'y avait pas encore l'empire de Mandé, il était à Soso. Il est venu voir les Mandingues, donc ce sont ses voisins. Il leur a dit, venez vous joindre à moi. Il a constitué d'abord une armée. Il a fabriqué des armes. Il a constitué une grande armée. C'est aussi un grand... C'est un gars qui possède les... Comment on appelle ça? Les connaissances mystiques. Hein, Soumaoro Kanté. Donc il est venu voir les dignitaires de Mandé. Il a dit, venez vous joindre à moi pour combattre les esclavagistes parce que sinon ils vont nous décimer. Si on les laisse faire comme ça. Alors, les dignitaires lui ont répondu, ils ont dit, toi tu es un forgeron. Tout ce qu'on te demande, c'est de nous fabriquer des outils pour qu'on puisse travailler et faire la guerre. Mais tu n'as pas à venir nous donner des ordres pour combattre les esclavagistes. Bon, il a dit, c'est ça votre réponse? Ils ont dit, oui, il est parti. Il est revenu une deuxième fois
leur demandé, ils lui ont répondu pareil. Troisième fois, il est venu, il leur a demandé, ils lui ont répondu de la même manière. Il a dit, bon, c'est comme ça que vous me recevez les gens demandés. Moi, je vois le danger à la porte de nos États. Et je viens vous demander de vous joindre à moi. Je me suis organisé depuis des années à constituer une armée forte pour les combattre. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est de dire va nous fabriquer des outils plutôt pour travailler. Et il a dit, je vais revenir au Mandé, mais cette fois-ci, quand je vais venir avec du métal fondu et je vous ferai boire tous du métal fondu. Donc il a été vexé. Quelqu'un a parlé des Africains, ils tiennent leur parole. Et à l'époque, quand ils disent quelque chose, ils le font. C'est-à-dire que s'ils vous disent je te tue demain, ou vous le tuez, ou ils vous tuent, quoi. Voilà, donc Soumaoro Kanté, il a dit ça aux sages de Mandé. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis à faire la guerre et aux esclavagistes et aux dignitaires de Mandé qui étaient passifs, quoi, c'est-à-dire qui ne combattaient pas les musulmans. C'est à partir de là que les voyants ont dit qu'il faut aller chercher un homme qui est en exil, en dehors du Mandé, qui se trouve à Mema. Mema, c'était dans l'état de Ouagadougou, justement. Alors, Mandé, ça veut dire quoi, Mandé? Mandé, en fait, c'est quand, après le déclin de Ouagadougou, il y a un groupe de personnes qui sont parties pour venir s'installer dans la région qu'on appelle maintenant Mandé. Alors, Mandé, en fait, veut dire, il y a deux mots, il y a Man et Dé. Man, c'est le lamentin. Lamentin, qu'on appelle en maninga, Man. Dé, c'est l'enfant. Alors, avant, nos ancêtres ne faisaient rien sans consulter l'esprit des ancêtres et les man. Donc, ils vont voir le prêtre on veut s'installer telle chose, ou on veut faire prendre telle décision. Qu'est-ce que vous voyez? Le prêtre va dire, voilà, il va consulter les man, donc il va leur dire, j'ai vu telle ou telle chose. Et il y a possibilité de faire un sacrifice pour que ça réussisse, ou alors il ne faut pas le faire. Donc quand ils ont voulu quitter le Ghana pour aller s'installer au Mandé, ils ont demandé aux prêtres de regarder si le fait de venir s'installer au Mandé va leur réussir. Et les prêtres leur ont dit, ça va vous réussir à condition que vous fassiez le sacrifice d'un jeune lamentin au bord du Djeliba. Alors Djeliba, c'est ce qu'on appelle maintenant le Niger. Djeliba, pourquoi aussi Djeliba? Parce que Djeli, c'est le sang encore, Ba, c'est fleuve. Ça veut dire le fleuve du sacrifice. C'est pour ça que les Mandingues appellent le fleuve Niger Djeliba. Djeli, c'est toujours le sang, parce que quand on fait les sacrifices, donc c'est ça. Donc ils ont fait le sacrifice du jeune lamentin, et ils ont donné le nom du jeune lamentin au pays. Donc Mandé, Man, lamentin, Dé, l'enfant. À partir de là, ils ont créé le premier village qu'ils ont créé. Ils ont appelé ce village Mani. Mani. Ma, en bamana, veut dire beaucoup de choses. Pour dire ma mère, je dis ma. Mais pour dire aussi et humain, je dis aussi ma. Hein. Pour dire aussi l'humanité ou l'humanisme, je dis maya. Hein. Voilà, j'ai vu tout à l'heure, c'est marqué Mukadi le Mouya, ça veut dire maya, moya, c'est la même chose. Donc on voit qu'il y a une continuité culturelle dans toute l'Afrique. Quand vous remarquez très souvent, vous verrez que toute l'Afrique, d'ailleurs les griots le disent au Mandé, il y en a qui disent qu'il y a 80 ou 85% de la population de toute l'Afrique qui est passée par cette partie du Mandé, non pas parce que c'était seulement une voie d'immigration. Donc ils ont fait ce sacrifice-là, et le premier village qu'ils ont créé, ils ont appelé ça Mani. Mani, ça veut dire le man, toujours on a le man, toujours, le lamentin. Ni, c'est petit, donc petit lamentin, le village. Et c'est pour ça que les Maninka, c'est ce que les Européens appellent, ou quand on dit Mandingue, c'est pas Mandingue, c'est les Européens qui disent ça. Mais les Bambara ou les Maninka disent Maninka. Maninka. Pour dire quelqu'un, un habitant de tel endroit, je dis, par exemple de Paris, je dis Parinka, ou je dis Guadeloupeka, ou je dis Amerika, ou bien Dakarka. Donc Maninka, ça veut dire les habitants de Mani. Et il faut savoir que bon, le Mandé, c'est pas un peuple à part aussi, quoi. Ça aussi, il faut cette idée on se l'enlève. Il y en avait toutes sortes de peuples. Il y avait des Soninké, des Peuls, des Bambara. D'ailleurs, le mot Bambara est venu beaucoup plus tard. C'est aussi dû à une résistance, le mot Bambara. Que si c'est le temps d'expliquer, j'expliquerai aussi. Et donc ils sont venus au Mandé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de roi, c'était des simbos, c'était des maîtres chasseurs. Alors, ce qu'on appelle ici aussi chasseurs, en Afrique, c'est pas pareil, quoi, parce que souvent, il faut dire les choses dans nos langues
pour comprendre leur sens. Mais quand on le dit en français, on ne comprend pas. Parce que quand on dit français, c'est chasseur, un chasseur, bon, il va chasser des animaux, c'est tout, quoi. Or qu'en Bamana, on dit donso. Donso. Alors si je vous dis donso, vous n'allez pas avoir de tout de rapport avec le chasseur. Donso, ça veut dire celui qui rentre à la maison. Donso. Donso, celui qui rentre à la maison. Alors, pourquoi on dit donso? Parce qu'il passe son temps dans la forêt, dans la brousse. Il passe son temps dans la brousse. Non pas simplement pour tuer des animaux, mais c'est pour étudier aussi. C'est pour étudier la faune et la flore. Donc c'est des gens qui ont une connaissance phénoménale des plantes, de tas d'autres choses. Et pour soigner des maladies, pour soigner, mais bien sûr, pour se nourrir, il faut aussi tuer aussi des animaux. Ils connaissent aussi tous les animaux de la forêt, leur cycle de reproduction et autres. Donc ils connaissent aussi l'astrologie, parce que c'est avec les étoiles la nuit qui se guident. Et d'ailleurs on les appelle des djoulas. Parce que maintenant on appelle les Bambara ou les Maninga qui sont en Côte d'Ivoire ou en Burkina, on les appelle des djoulas. Mais djoulas, ça veut dire commerçant. Maintenant, mais en fait, c'était les Dosso qu'on appelait djoulas, parce qu'ils voyageaient beaucoup, ils allaient de ville en ville, mais aussi pour la connaissance, quoi. Ils allaient voir d'autres peuples, tout ça. Donc, on dit que la plupart des villes créées au Mandé, ce sont les Donso, ou en Afrique en général, hein, ce sont les Donso qui les ont créés. Et donc, quand ils ont créé quand il y a eu l'empire mandingue, donc, Sundiata est venu, il a combattu Soumaoro Kanté. Sundiata est devenu donc l'empereur du Mali. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est devenu l'empereur du Mali tout de suite. Non, parce que Sundiata aussi lui aussi, il a dit que s'il y a eu tout ça au Mandé, si Soumaoro est venu combattre les Mandingues, c'est parce que à l'origine c'est l'esclavage. Donc Sundiata, quand il est venu avec son armée, parce qu'il est venu avec une armée de Ouagadougou, de Mema. Et après, il y a tous les donzos, hein, tous les confréries des chasseurs, qui se sont rejoints à lui, enfin ceux qui résistaient du moins, hein, parce qu'il y en a qui ne résistaient pas, mais ceux qui résistaient sont venus se rejoindre. Mais aussi, c'est parce que les man ont dit, il n'y a qu'un homme qui peut vous sauver. Hein. Les voyants, ils ont regardé, ils ont dit, il y a un homme qui est à tel endroit, c'est un enfant de Mandé, il faut l'amener, c'est lui qui peut chasser Soumaoro Kanté de Mandé. Donc quand il est venu, ils ont chassé Soumaoro Kanté. Sundiata, il a dit, je ne prendrai le trône que lorsque tout le monde sera d'accord avec les idées que je défends, c'est-à-dire supprimer complètement l'esclavage dans tout le Mandé. Voilà. Donc, ça, c'était pas une chose facile, parce que comment on appelle ça? Comme toujours, il y a des traîtres parmi nous, hein, encore au jour d'aujourd'hui, il y en a. Donc, Sundiata a dit, il faut qu'on élimine complètement ceux qui ne veulent, déjà ceux qui ne veulent pas se soumettre, ceux qui ne veulent pas accepter cette idée d'éradiquer l'esclavage au Mandé. Il faut les ramener à accepter de gré ou de force. Bon, ça c'était une des conditions, mais il fallait aussi aller voir tous les grands prêtres, parce qu'il y avait des grands prêtres qui étaient là, mais eux ils se mêlent pas trop dans les affaires courantes, mais il faut aller aussi les voir pour qu'ils acceptent aussi, parce que Sundiata, il voulait une coalition derrière lui, il voulait pas arriver au pouvoir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière lui. Donc tout le monde, c'est au bout de 10 ans, à partir du moment où il a combattu Soumaoro Kanté, je crois que c'était au milieu du XIIe siècle, quand il a combattu Soumaoro Kanté, et c'est 10 ans après qu'ils ont réussi à ramener le calme dans le pays. C'est à partir de là qu'ils ont intronisé l'empereur de Mandé. Et c'est au moment de cette intronisation ils ont prononcé ce qu'ils appellent aujourd'hui la charte de Kouroukanfouga. Mais en fait, c'est quoi la charte de Kouroukanfouga? Alors, beaucoup disent que ce charte de Kouroukanfouga date de l'Égypte antique. Mais en fait, ça existait déjà au Mandé. Quand Sundiata l'a promulgué au moment de son intronisation, ça existait déjà. Mais qui c'est qui l'utilisait? C'était les Donso, justement. C'était leur... Il a parlé de Donso Kalikan. Kali, c'est je jure sur telle chose. Donc on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui le charte de Mandé, c'était Donsolu Kalikan. Hein, Donsolu Kalikan, c'est-à-dire que c'était le serment des chasseurs qui juraient sur ça pour défendre le pays, pour être juste, pour être fraternel, pas de discrimination raciale,
Hein, tout ça a été dedans. Hein. Je crois que c'était même 44 articles. Je pense que à l'intronisation de Soundiata, ils l'ont encore... quelqu'un a parlé tout à l'heure que les Blancs, ils l'ont ramené à 10. Mais Mandin, déjà, ils l'ont diminué encore. C'était 44 articles, normalement. Bon, enfin bref. Et Soundiata, donc, il a réussi à éradiquer l'esclavage au Mandé. Mais, bon, il y a des fois, on fait des erreurs. Quand on est humain, on fait des erreurs. Pour moi, personnellement, ça c'est moi qui... Je pense que Soundiata a fait une erreur parce que quand même, quand il a pris le pouvoir, il a fait ce qu'on appelle... Il y avait, on dit qu'au Mandé, il y a 16 porteurs de carquois. 16 familles. Quand on dit 16, c'est des familles, hein. C'est des familles guerriers, donc, c'est des militaires qui défendent tout. Et il y a 4 familles de Ngara. Ngara, c'est des hommes d'art. Hein. C'est des djélis, justement. C'est des forgerons. C'est des cordonniers. Et c'est des finins. Les finins, c'est des gens qui ont l'art de la parole, justement. Hein, c'est leur... Donc, il y avait ces 4 familles. Donc, Soundiata les a proclamées officielles. Et il y avait aussi ce qu'on appelle 5 familles maraboutiques. Alors, tout à l'heure aussi, les jeunes m'ont parlé de marabout. Donc, quand on parle de marabout, évidemment, c'est l'islam. Hein, c'est l'étude de... Donc, il y avait 5 familles maraboutiques aussi. Mais que Soundiata a reconnu aussi. A reconnu comme des conseillers des Mandinka. Bon. Pour moi, je pense que ça a été une erreur. Parce que, bon, on dit que la construction des mosquées au Mandé date du 7e siècle. Première mosquée qui a été construite. Mais bon, il n'y avait pas de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on n'allait pas voir les gens... Et comme vous l'avez dit, l'Africain, lui, il pousse pas quelqu'un de venir à sa religion, quoi. Voilà. Ça, même quand ça vous plaît, vous venez, il est réticent. Il voit d'abord si vous êtes sincère, et si vous avez toutes les qualités humaines requises, il vous accepte. S'il ne vous accepte pas, si vous voulez rentrer dans une religion africaine. Hein. Or que les autres, ils venaient, ils allaient voir les gens, il faut laisser. Alors, donc, quand Soundiata a fait ça, moi je pense que ça a été parce que ça a donné une certaine force aux musulmans, aux Mandés. Pour ça, je me permets de le dire, hein, et j'ai pas peur de le dire parce que il l'a fait, quoi. Voilà. Et c'est à peu près entre 100 et 150 ans après l'intronisation de Soundiata, il y a un des empereurs qui s'appelle justement Kankou Moussa, hein, Kankou Moussa, que tout le monde entend parler. Je vois souvent marqué l'homme le plus riche du monde. En fait, il a dilapidé la richesse impériale, c'est tout, c'est pas sa richesse à lui. Donc cet homme a supprimé, a combattu des prêtres de tradition africaine. Parce que lui, pour lui, il faut maintenant construire des mosquées, il faut arrêter de faire ce qu'on appelle ce qu'ils appellent les bolis, les fétiches, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il a fait le pèlerinage à la Mecque, tout le monde parle de ça aussi, hein, qu'il a dilapidé, c'est là où il a dilapidé tout l'or. Et il a intégré il a laissé les Arabes donc revenir prendre des esclaves en Afrique et tout. Et c'est au cours de cette période, qu'il y a, parce que ce qu'on appelle des Dogons, en fait, c'est des Keïta, c'est des Traoré, c'est des machins. Il y a un groupe, ils ont dit, les choses commencent vraiment à aller mal, et si on continue à rester comme ça, ben on va disparaître. Alors, il paraît qu'à cette époque-là, il y avait 4 bolis. Ils appellent ça des Djo en mandé. C'est des fétiches protecteurs, quoi. Il y en avait 4, et que les Mandingues ne mettaient rien devant ces 4 fétiches, même pas Dieu, parce que pour eux, Dieu a fait sa création, donc il ne s'occupe pas des problèmes des autres. Donc, tout ce que... c'est à l'homme lui-même de se protéger. Hein. Eux, ils disent pas Dieu va me protéger, c'est Inch'Allah, voilà, ils disent. Donc, eux, ils avaient leur bolis qui les protégeait. Je m'excuse pour mon français qui n'est pas clair. Mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Hein. C'est ça l'essentiel, surtout. Hein. Et donc, ce groupe de personnes, d'abord, j'ai commencé à parler du nom, le nom. Alors, vous savez que pour dire le nom en bamana, on dit Toko. Toko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui reste derrière. Ce qui reste derrière. C'est le nom qui reste derrière. Mais il y a d'autres, il y a 2 noms. On dit qu'il y a le nom que tes parents te donnent à la naissance. Ton prénom. Par exemple, moi je m'appelle Demba. C'est le nom que mon père et ma mère m'ont donné.
ou ça peut être mon grand-père, ou ça peut être ma soeur, voilà, qui me donne. Mais ce nom, pour nous, c'est simplement pour te désigner parmi les gens. Mais ce nom n'est pas un vrai nom. On dit que le vrai nom, c'est le nom que tu te crées toi-même. C'est le nom que l'homme ou la femme se donne lui-même. Mais comment on acquiert ce nom-là? C'est par nos actes. C'est tes actes qui vont te donner un nom. Par exemple, quand on dit Sundiata, ben, ce n'est pas Sundiata qu'on voit derrière. On voit l'action que Sundiata a menée. Quand on dit Molefi à santé, ben, on ne voit pas le nom Molefi à santé, quoi. On voit le travail qu'il fait. Quand on dit Cheikh Anta Diop, c'est le travail qu'il a fait, qui a donné son nom. Ce n'est pas le nom que son père et sa mère lui a donné. Donc ça c'est important parce que je vois beaucoup de frères qui donnent des noms égyptiens, des trucs anciens, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est l'acte qu'on pose, c'est les actes qu'on pose qui va donner un nom à quelqu'un. C'est ce qui va faire que demain quand vous allez disparaître, les gens vont dire ah il faisait ça, il savait faire ça, il a fait ça de bien autre. Mais si vous avez un grand nom de Imhotep, mais vous n'avez rien fait ou vous faites quelque chose de mal, demain vous allez mourir, personne ne va parler de vous. Hein. Donc, pour dire l'importance du nom, après il y a ce qu'on appelle le nom de famille. Bon, on appelle ça, nous, Djamou. Djamou, Dja, c'est l'image ou l'ombre. Quelque chose qui englobe ou qui induit ton ombre. Ça, c'est un nom qui désigne le groupe de personnes. Hein. Par exemple, moi, on me dit Koulibaly, on ne voit pas Demba, on voit tous les Koulibaly. Mais ça pose aussi une acte, parce que les Koulibaly, ils ont pu faire des mauvais actes ou des bons actes, voilà. Mais ça désigne un nom. Ça n'a pas, tandis que le nom, le prénom est souvent symbolique. Hein, on dit Tokoro. Donc quand tu meurs, ton nom il reste derrière. C'est pour ça qu'on dit Toko. Toko. Voilà. Alors, ça c'était une parenthèse. Donc quand Kankou Moussa a commencé à faire ça, il y a un groupe de prêtres, parce que c'est des prêtres, c'est pas des gens simples quoi, parce qu'ils qui n'ont pas de, mais c'est des prêtres qui tenaient à garder leurs valeurs, leur tradition ancestrale. Ils se sont dit, il y a la moitié qui commence à dire ah ouais il faut accepter, il faut rentrer dans le Dina. Dina c'est Dina là parce qu'ils disent Dina aussi. Hein. Et il faut laisser nos trucs là, c'est vrai. Et d'autres commencent à dire non. Bon, quand eux ils ont vu ça, ils ont dit il vaut mieux partir d'ici. Vite, vite, partons avec nos remèdes, sinon on va les perdre, on va tout perdre. Donc c'est à partir de là que, alors, on dit que c'est un groupe de 70 personnes. Bon, pourquoi 70 personnes? Parce qu'il faut savoir que le chiffre 7 aussi a une importance en Afrique. Bon, si vous faites des recherches ou des jeunes, vous verrez l'importance des chiffres. Hein. Par exemple, on dit que chaque individu, tous les 7 ans, on change. C'est-à-dire un enfant qui est né, les 7 premières années, son environnement, c'est sa mère. Son monde, c'est sa mère. Quoi. Il ne connaît pas autre chose. Et la mère aussi, c'est-à-dire que pendant les 7 premières années, son enfant, il ne peut pas rester longtemps sans voir son enfant ou avoir de ses nouvelles. Donc, les 7 premières années, l'enfant, mais c'est pendant ces 7 premières années que l'enfant va lui donner, apprendre la langue, par exemple. Je vous fais des témoignages comme ça, hein, des valeurs qu'on nous enseigne quand on est enfant. Et les 7 premières années, donc, l'enfant, sa mère va lui enseigner les langues. Et à partir de 7 ans, de 7 maintenant à 14 ans, il commence à aller fréquenter un autre monde. C'est-à-dire, il sort dehors, il s'amuse avec d'autres enfants. Et il voit des choses, il vient, il pose des questions à sa maman lui donne des explications. Donc ça va durer 7 ans aussi. Mais toujours son monde c'est sa mère. Et après 14 ans, il y a encore 7 ans, il va faire encore 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, il va chercher, il va essayer d'avoir son autonomie. C'est normal parce qu'il faut que lui aussi devienne adulte. C'est-à-dire que de 14 à 21 ans, eh bien, il va essayer de prendre son autonomie par rapport à sa mère. Essentiellement, hein. Alors, pour vous expliquer aussi la notion de père et de mère, en tout cas dans ma langue, pour dire père, on dit mfa. Mais mfa veut dire, tue-moi, ça veut dire aussi remplis-moi. Mfa. Voilà. Et pour dire la maman, on dit mba. Mba, ça veut dire grand, ça veut dire aussi tendre. Et alors, j'ai posé la question un jour à un initié, je dis, c'est quoi, pourquoi on dit, la maman on dit mba, et le père on dit mfa. Il me répond de façon simple, il me dit, ifabi lafa, ibabi bamban. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton père, il te nourrit, ça veut dire qu'il va chercher la nourriture, il te le donne, tu manges. Mais c'est ta mère qui te forme, qui te tend. Hein, ibabi bamban, ifabi fa. Vous voyez, ça veut dire que on ne dit pas mfa pour rien, on ne dit pas mba pour rien. Et pour dire
parents, dans ma langue, on dit Mbadin. On dit jamais Mfadin, on dit Mbadin. C'est-à-dire les enfants de ma mère. Les enfants de ma mère. Et pour dire mes adversaires, on dit Mfadin, les enfants de mon père. Pour ça aussi, j'ai posé la question pourquoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais qui ont leur importance. Donc, à partir du moment où ce groupe de 70 personnes, ils ont décidé, ils ont dit, on va partir avec nos remèdes, on va aller s'installer en dehors de ce monde-là, parce que sinon, on va tout perdre. Donc, ils ont pris tous leurs remèdes. Et quand ils sont venus, alors à l'époque, il paraît qu'il y avait une ville au Mandé qui s'appelait Kanibala. Et Kanibala, il y avait 12 villes, je crois, et la capitale de ces 12 villes, c'était Dogoromo. Alors, il y en a qui disent que le nom du Dogon vient de là, d'autres disent non. Donc, ils sont allés s'installer là-bas. Et en partant, il y a un autre prêtre du Komo. Komo, vous avez tous entendu parler du Komo, c'est aussi une société d'initiation africaine, mais où on trouve beaucoup de connaissances dans le Komo. Hein. Et il y a un Traoré qui les a suivis. Lui, il a dit, moi, je vous suis aussi, parce que sinon, je vais perdre aussi mon Komo, quoi. Et donc, ils sont partis ensemble, et ils sont allés s'installer donc là où il y a actuellement les Dogons. Et ils ont dit, bon, nous, on est tous des Konaté, parce que Keita, le mot Keita aussi, Keita veut dire, en fait, prend l'héritage. Le patronyme Keita. Keita, en maninga, ça veut dire prend l'héritage. Alors pourquoi prendre l'héritage? Parce qu'il y a eu encore comment on appelle ça, de la trahison. Hein? Et ils sont partis donc, ils sont allés s'installer. Et ils ont dit, bon, nous on est 70, lui il est tout seul. Donc si on veut s'entendre avec lui et le mettre à l'aise, on va le nommer chef. Donc vous voyez aussi l'esprit africain. On dit, celui-là il est tout seul. C'est un Traoré, nous on est tous des Konaté. Donc on va le nommer chef lui, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Ils l'ont nommé chef lui. Donc, mais ils ont dit, alors, le problème c'est que les gens vont nous demander pourquoi on est venu ici. Alors, si on nous demande pourquoi on est venu ici, on leur dit que c'est un secret. Ils se sont consultés, il ne faut jamais dire pourquoi on est venu ici. Donc, pour dire secret en bamana, ça veut dire Guindo. Guindo. Vous remarquerez au Mali, la plupart des Dogons, quand vous allez essayer les Dogons, tous les Dogons d'ailleurs, quand vous dites n'importe quel Dogon Guindo, il vous répond. La plupart des Guindo, ils répondent au patronyme Guindo. Guindo, ça veut dire secret. Pourquoi vous êtes venu ici? C'est un secret. Ils ont dit qu'il ne faut jamais dire pourquoi on est venu ici. Donc vous voyez, ce n'est pas un peuple à part qui est né là comme ça, là, et voilà. Mais ça veut dire c'est des connaissances que tout le monde, enfin tous les initiés, les grands initiés possédaient plus ou moins, mais il y en a certains qui ont décidé qu'il faut aller les mettre à l'abri, donc qui ont résisté, et qui ont dit qu'il faut aller mettre à l'abri ces protections. Donc c'est comme ça qu'il y a eu donc les Dogons avec toutes les sciences qu'ils ont, que maintenant tout le monde en parle, quoi. Voilà, c'est parce qu'il y a des résistants qui ont voulu, ils ont dit si on laisse là, l'islam va tuer notre tradition. Donc il faut fuir l'islam. Voilà, pour ce qui concerne les Dogons. Et ça, c'était sous Kankou Moussa, donc, hein, l'empereur Kankou Moussa. Alors, pourquoi Kankou Moussa avait beaucoup d'or? Il faudrait aussi dire deux mots là-dessus. Et en fait, cet or, c'était l'or impérial. C'est-à-dire, quand Soundiata est venu au pouvoir, il faut savoir que Soundiata avait constitué une réserve fédérale, une réserve impériale plutôt, d'or. Parce qu'il y avait beaucoup d'or au Bouré. Mais ce n'était pas de l'or simple comme ça. On appelle ça Djosanu, ou Sanu Djo. Djo, c'est-à-dire, quand je veux jurer sur ça, je dis, si je deviens roi de telle région, si je trahis, eh bien, que les ancêtres donc on jurait dessus qu'en fait. Donc il avait fait 32 genres, parce qu'à l'époque on considérait qu'il y avait 32 grandes familles au Mandé. Soundiata avait constitué 32 genres dans lesquels il avait rempli d'or. Et ça, c'était en cas de coup dur au Mandé. Vous voyez déjà à l'époque, il prévoyait déjà que s'il y a un problème, et c'est quand Kankou Moussa est venu au pouvoir, et c'est cet or qu'il a dilapidé en allant à pèlerinage à la Mecque, en construisant des mosquées de partout sur tout son chemin. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est pour ça que les griots ne parlent jamais de lui. Et c'est à partir de là que le déclin a commencé aussi de l'Empire, hein, à partir de lui, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui concerne mon cas à moi, et bon,
à l'époque, le Sénégal n'existait pas, ni le Mali, ni la Guinée, autres. Hein, on disait le Mandé. Hein. Bon, il y a eu des régions. Donc, moi, actuellement, je suis, je suis du Sénégal. Hein, je suis né au Sénégal oriental. Mon père y est né aussi, mais mon grand-père, non. Mon grand-père est venu du Mali, d'une région qu'on appelle Karta. Alors, après le déclin donc, de l'Empire du Mali, il y a eu des petits royaumes, il y a eu bien sûr le Songhai et tout ça, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle l'Empire Bambara du Ségou, l'Empire Bambara de Karta, l'Empire Bambara de Bélédougou, l'Empire Peul, etc., etc. Il y a plein de petits royautés comme ça. Mais parmi ces royaumes, il y en a qui se battaient toujours contre les marchands d'esclaves, quoi. Et c'était le cas, par exemple, des Massassis de Karta, d'où moi je suis ici. Et bon, la reine de Sultan Koulibaly, ça a commencé au XVIe siècle à peu près. Et le dernier roi qui a été tué par Cheikh Oumar Tall, que vous avez dû entendre parler, c'est un gars qui a fait le djihad dans tout le Mali. Et il se battait à la fois contre les Africains, les Bambara et les Européens. Hein. C'est comme Samori Touré, que beaucoup de gens disent que c'est vrai qu'il s'est beaucoup battu contre les colons, mais il s'est battu aussi contre les traditionnistes. Il a détruit des fétiches, il a construit des écoles coraniques, quoi. Donc pour nous, c'est pas un héros, quoi. C'est Samori qui a affaibli Sikasso, le Tata de Sikasso, et qu'ensuite les Français sont venus, ils l'ont détruit, quoi. Ils ont tué le Babemba, enfin qui s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Donc dans mon cas, moi, d'après ce que mon grand-père m'a raconté, l'empire Bamanan de Karta, ils se sont battus, il les a attaqués, El Hadj Omar les a attaqués 12 fois. 12 fois, il est venu les attaquer, ils l'ont repoussé, quoi. Mais 13e fois, il y a quelqu'un qui a trahi, c'est-à-dire quelqu'un est allé dévoiler tous leurs secrets, le secret des Massassis, à El Hadj Omar Tall. Mais eux, ils ont su donc que leur secret a été dévoilé auprès du marabout. Donc il a réuni toute sa cour, il a dit voilà, on nous a trahis, donc si les musulmans viennent cette fois-ci, ils vont nous décimer, quoi. Donc je ne veux pas qu'ils nous déciment, mais je ne vous oblige pas non plus à ne pas vous battre contre lui. Tout ce que je demande, c'est qu'on met à l'abri les femmes et les enfants. Hein. Vous mettez à l'abri les femmes et les enfants, parce que c'est des gens, ils sont horribles, parce qu'à chaque fois, ils faisaient comme les colons, quand ils attrapaient un roi, ils le tuaient devant tout le monde, devant ses sujets, pour donner exemple aux autres, quoi. Hein. Donc, quand il a fait ça, la plupart des chefs militaires, ils ont décidé d'aller chercher des renforts, parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres royautés qui se battaient contre eux. Donc, ils ont dit, on va mettre les enfants à l'abri. Et c'est comme ça que moi, mon grand-père est venu au Sénégal. On l'a amené dans le village où je suis, on l'a confié à quelqu'un. Il est venu avec là. Et ils sont retournés se battre contre les marabouts. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont associés avec les Français. Voyant ça, ils se sont associés avec les Bambara pour combattre Cheikh Oumar. Et après, ils ont dominé comment on appelle ça? Les Bambara, quoi. Voilà, donc vous voyez que ça a été une résistance. Depuis le Soso, Soumaoro Kanté a résisté contre l'esclavage musulman. Et Fakoli Doumbia, que c'était un des généraux de Soundiata Keïta, Tiramagan Traoré, qui était aussi un des généraux de Soundiata et aussi son cousin, ils se sont battus aussi contre les... D'ailleurs, Fakoli a demandé, quand Soundiata a mis les différents généraux dans des coin demandé pour repousser, il a dit mettez-moi là, il a demandé à ce qu'on le mette là où il y a, vers la frontière avec la Mauritanie, tout ça, là où les machins viennent. Parce que lui Fakoli, quand quelqu'un disait Allah au Akbar, il lui tranchait la gorge. Lui, il ne voulait pas entendre parler de Allah, Fakoli Doumbia. Voilà, donc pour vous dire que c'est grâce à toutes ces résistances, mais depuis Kemet, les pharaons qui ont résisté contre les Hyksos, jusqu'à Ouagadougou, où les rois qui ont résisté contre les envahisseurs musulmans, jusqu'à Soso, ils ont résisté. Après, il y a eu Soundiata qui a résisté. Bon, lui, là, il a donné une faveur. Il n'a jamais été musulman, Soundiata, hein, mais il tolérait toutes les confessions religieuses au Mandé. Voilà, c'est peut-être ça l'erreur, c'est l'erreur que beaucoup d'Africains font, parce qu'on est tolérant, justement. Bon, est-ce qu'il faut qu'on continue à être tolérant, ou il faut qu'on double maintenant notre tolérance de vigilance? C'est à nos stratèges de voir ça. Et voilà.
toutes les religions révélées, eh bien, au début, sont nées sur des pogroms. Il y a eu toujours lutte entre les croyances populaires et les religions révélées. Donc, beaucoup de religions, pour s'asseoir, eh bien, c'est sur des morceaux de cadavres. Hein. Vraiment, les croyances traditionnelles vivaient en paix avec toutes les autres croyances. Non, on ne connaît pas la guerre de religion, c'est venu avec les religions révélées. Les religions qui sont créées, dès que elles veulent prendre de l'ampleur, il faut qu'elles détruisent. Ah. Voilà. Quand l'islam est rentré dans nos pays, que ce soit ici au Mali, au Niger, au Nigeria, au Nigeria, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a eu? On a beau dire. Donc, les religions, pour s'étaler, souvent ont besoin d'être vraiment suicidaires. D'abord pour elles-mêmes, mais pour ceux qui ne sont pas de leur religion, on les prend pour des mécréants, bons à abattre. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que les religions ne sont pas... Non, si elles ont été au début facteurs de dissolution de la société. Donc, qu'on soit réaliste. L'islam, aussi bien le catholicisme, se sont un peu imposés à l'Afrique, surtout dans nos pays. Ils ont essayé de tuer les croyances traditionnelles. Tous, ils ont abouti à quoi? À les effacer, du moins à les rendre clandestines. Mais tout le monde les consulte. Même les prêtres et les marabouts consultent les géomanciens. Alors, mais vous savez, pour être un bon chrétien, un bon musulman, il faut être d'une culture élevée. C'est ça le problème chez nous. C'est ça. On ne cherche pas à connaître la religion de l'autre. Oui, parce qu'on est illettrés. Nos marabouts sont doctrinaires. Les chrétiens sont doctrinaires. Alors que dans nos pays avant, tout le monde marchait ensemble. On ne faisait pas la guerre au Komotigi. Non. Même maintenant, on ne fait pas la guerre. Ni aux géomanciens. Non. Absolument. Alors, qu'on soit franc. C'est pourquoi je dis que l'Afrique, son grand problème, l'Afrique s'est reniée à elle-même. Ça, c'est un. Donc, l'Afrique, même avec un rapport avec les religions, on est en train de nous mentir. Or, le mensonge, c'est un choix. Quand tu mens, tu sais que tu es en train de mentir. Oui. Mais la vérité, c'est un état translucide. Tu peux cacher ça sous terre, mais ça va rebondir et briller comme un diamant. Donc, les marabouts, les trucs qui se lèvent pour dire tous les chrétiens iront dans l'enfer, etc., etc. Ou bien les géomanciens, tout ça, iront dans l'enfer. Pourquoi ils vont les consulter? Même pour voyager, tu vas voir le géomancien. Pour épouser une femme, tu vas voir le géomancien. Oui. Or, Dieu a interdit tout ça. Donc, qu'on soit franc. Le mensonge, il est temps qu'on arrête. Blanc, noir, jaune, chrétien, musulman, qu'on se retrouve maintenant au Mali autour d'une table dans un langage de vérité. Nous, en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment dommage. L'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est la région la plus aliénée d'Afrique. Parce que l'islam est chez nous depuis près de 1000 ans. Et les Africains de l'Ouest ont du mal à faire la distinction entre ce qui est africain et ce qui est de culture arabe. Et c'est dommage. Donc, voilà, c'est dommage. Et c'est ça qui crée la division entre Africains. On se dit musulmans, chrétiens, bouddhistes. Bon, finalement, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes? Bon, maintenant, je crois que le monde a vu qu'il y a un mouvement de réveil des Africains et les Maliens ont commencé à penser que, bon, maintenant, il faut dire aux Africains que les prophètes qu'on a brandis là, c'était des prophètes blancs jusque-là. Et subitement, on nous dit que oui, c'était des prophètes noirs. Et voilà, donc, c'est encore créer la confusion et l'amalgame dans notre esprit. Même si ces prophètes étaient des noirs, ce ne sont plus des noirs qui ont la culture africaine, la science sacrée africaine.
Donc, qu'ils disent que Jésus soit noir, Mohamed soit noir, bon, nous, ça n'a aucune importance pour nous. Donc, pour nous, c'est des religions des Arabes, des peuples indo-européens, ce ne sont pas des religions africaines. Et si vous voyez que l'Afrique vit aujourd'hui dans l'abîme, c'est parce que les Africains ont abandonné leur spiritualité. Nous sommes devenus chrétiens, musulmans et toutes sortes. Bientôt, on aura des Africains bouddhistes et hébreux et tout. Nous avons abandonné ça. C'est ça le drame. La renaissance africaine ne se fera pas sans sa spiritualité. Vous voyez, il y a beaucoup, nos aînés, ils ont tenté de faire l'unité africaine, la renaissance africaine, mais ça ne marche pas parce que le ciment n'est pas là. Le socle de toute civilisation, c'est la croyance religieuse. Et tant qu'on n'a pas ça, uniformisé ça en Afrique, on aura toujours des Africains, des conflits entre nord, sud, des musulmans, chrétiens et tout. Ils sont en train d'importer leurs conflits ethniques, leur rivalité tribale en Afrique. Et c'est très dommage que les Africains n'arrivent pas à savoir que nous avons beaucoup plus puissant que tout ça. La spiritualité africaine, elle est unique. Malgré la division qu'ils sont en train de créer entre nous, vous êtes Bassa, moi je suis Bamana, le Peul, le Fulani, le Wolof, partout on a la même base spirituelle. Il y a peut-être des accessoires qui diffèrent parce que l'environnement crée cette différence-là. Chez vous les Bassa, vous avez des nervures de palme comme symbole de majesté. Chez moi, au Mali, nous avons la queue d'animal, comme symbole de majesté. C'est le même symbole. Il faut que l'Afrique se fonde sur sa spiritualité, sur ses croyances spirituelles pour émerger. Sans cela, tout le reste du discours, c'est du pipeau. Et ceux qui disent que la spiritualité ne fera pas de l'Afrique, ce sont des gens qui sont là pour nous distraire de l'objectif de la renaissance africaine. Sans spiritualité, sans ces croyances spirituelles, l'Afrique n'ira nulle part. Les Arabes ont eu leur puissance parce qu'ils se sont unis à travers l'islam. Les Européens ont unifié le christianisme pour faire leur puissance. Et pourquoi on dit aux Africains, toi tu es Bassa, toi tu es créole, toi tu es ceci, tu es cela, et on crée la division entre nous. Donc, tant que les peuples ne se mettent pas ensemble pour bâtir, ils ne seront jamais une puissance. Donc, la spiritualité, c'est le premier facteur de mettre les gens ensemble pour faire le développement. Voilà.